Le thème de ma conférence était normalement les structures élémentaires de la communication interspécifique, humain-non humain. Alors je vais parler de ça, mais je vais vous donner un autre titre parce que j'étais content de voir ce très joli logo avec un chien et ça m'a énormément touché parce que c'est le cœur de ma communication, c'est-à-dire la quadrature du cercle dans la sémiotique interspécifique. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Mais d'abord, je vous présenterai deux vidéos. Et je voudrais juste faire une rectification. Je suis avocat du cheval. Et donc, j'aurais préféré que ce soit un cheval dans la quadrature du cercle. Parce que le cheval est l'animal suprême pour appréhender la quadrature du cercle. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la quadrature du cercle du point de vue de la linguistique, de la zoosémiotique. Alors, ça ne dure pas très longtemps. Donc, c'est votre serviteur. Et ça a été pris en amateur par un ami qui est un voisin. Et Chélim qui a été commencé à être entraîné par mes soins depuis... donc, alors attends, on va recommencer. Je fais la biographie comme M. Baratet. Hein. Bon. Alors comment on remet depuis le début? Alors, hop. Là. Voilà. Alors, Chélim, cheval portugais, lusitanien, comme son propriétaire, qui a commencé à être éduqué en 2008. C'est un cheval extrêmement polyvalent. Et je suis sur une piste de 16 mètres de diamètre. Normalement, c'est 13 mètres de diamètre, les pistes de cirque. Là, je suis à 16 mètres, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je lui apprends. Filmer en amateur, valse. Et après, je ne sais plus si l'on refait une deuxième pour le public. Allez, une deuxième. Le rappel. Cabré. Très bien. Parfait. T'es prêt, pépère? Hop. On bascule à gauche maintenant. Et on refait une valse, cette fois, à main gauche. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire comment ça marche. Valse. On va faire une deuxième pour l'audience. Valse. Et un changement de main. Et un deuxième changement de main. Une dernière valse. On est à peu près à 9 années d'entraînement. Et il ne fait pas que ça, il fait beaucoup plus de chats. Un rappel. Alors non, ce cours-là, je le fais avec mes chevaux, en amphithéâtre, à Maison-Alfort, tous les ans. C'est la seule université qui accepte mes chevaux en live. Voilà. Bon, alors, voilà, ça s'appelle la quadrature du cercle dans l'espace circassien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous montrer la deuxième vidéo. En fait, lorsque je dresse ce cheval, donc les premiers entraînements ont été faits par essai-erreur, en pure intuition, parce que je n'ai jamais été entraîné à faire ce type d'exercice, je suis plutôt un cavalier. Et en fait, au fur et à mesure des essais, j'ai pris conscience que j'utilisais des positions du corps dans l'espace, j'utilisais une gestuelle, et j'utilisais des vocalisations, et éventuellement des signes faciaux. Et je me suis aperçu qu'en fait, je les structurais selon des règles archaïques que j'ai identifiées, notamment des structures archaïques qui seraient présentes chez l'homme, chez l'animal et probablement chez les plantes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai pris au départ intuitivement, et là je suis rentré dans une prise de conscience de ce que c'était réellement, ce que je faisais réellement. Donc en fait, pour faire l'entraînement et demander au cheval de valser, de venir vers moi, de changer de piste, etc., en fait, inconsciemment, intuitivement, j'ai découpé le cercle à 13 mètres de diamètre, qui est un cercle idéal pour faire cet exercice, en nord, sud, est, ouest et le centre. Ce qui me permet de construire des postures qui auraient du sens
pour l'animal. C'est-à-dire, à telle posture, il sait qu'il valse à gauche, qu'il sait qu'il valse à droite. Alors, il n'y a pas que la posture. À la posture, j'y associe des signes gestuels et j'introduis de la vocalisation. Alors, j'ai identifié 5 structures, 5 signes, plus exactement des agencements, 5 structures d'agencement des signes dans le cadre de cette communication. Ce sont des structures moniques, diadiques, triadiques, c'est-à-dire à 1, à 2, à 3, à 4 et à 5. J'en dis pas plus. Et je me posais les questions, à savoir, lorsque vous travaillez un cheval dans ce type d'exercice, et vous demandez au cheval d'exécuter des mouvements complexes, comme ceux qu'ils exécutent aux Jeux Olympiques dans l'épreuve de dressage. Je peux vous dire, moi j'ai des chevaux, lui il est entraîné à faire un certain nombre de mouvements chorégraphiques avec son cavalier. On s'aperçoit que le cheval est capable d'interpréter des signaux tactiles associés à des postures du cavalier et à des gestes. J'ai étudié les structures tactiles, que j'ai baptisées structures haptiques ou aptèmes. On s'aperçoit que les agencements se font par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Donc, je me suis posé la question, est-ce que ces structures reviennent dans d'autres situations, dans d'autres contextes d'apprentissage avec le cheval? Donc en 2013, décembre 2013, j'ai convoqué le professeur Matsuzawa, célèbre pour ses chimpanzés, ces suites numériques que vous avez vues par Cédric, qui le connaît. J'ai demandé au professeur Matsuzawa, peut-on demander à un cheval d'exécuter des suites numériques croissantes aléatoires à 19 chiffres chez le cheval? Et cette hypothèse, je l'ai faite d'abord en étudiant ce type d'exercice et l'équitation. Il m'a dit, ok, je ne connais pas les chevaux, mais il se trouve que la primature japonaise débute en 1940 sur l'étude des chevaux. Et ensuite, ils ont transféré l'éthologie des équidés et ils l'ont exploité pour faire une éthologie des primates, et qui a donné naissance plus tard à la primature japonaise. Donc il a accepté et nous avons recruté 3 chevaux, vous allez voir. Alors, où se trouve mon... Tu peux faire demi-tour là. Marche arrière, sur ton disque dur. Ok, d'accord. Donc voilà, les 3 japonais, c'est un scoop mondial. Je les appelle les chevaux mathématiciens, mais vous allez voir qu'est-ce qu'on met derrière mathématiques. Moi, je vois la mathématique comme de la sémiotique. Thomas, double poney, croisé cheval américain et Eiflinger. Et puis, une femelle avec sa petite, Ponyo, et la troisième, j'ai toujours du mal à m'en souvenir, c'est un nom japonais. Voilà l'annexe des expériences du laboratoire de primatologie de l'université de Kyoto, dirigé par le professeur Matsuzawa. Mon collègue Masaki Tomonaga, qui va mettre en place les tests que j'ai demandé à Matsuzawa de faire. Thomas et Matsuzawa, sans aucun préjugé, il a dit d'accord, on fait. Yes, very good. Alors j'aime bien mimer Matsuzawa, parce qu'à force de le côtoyer, c'est quand même un personnage charismatique. Alors quand je l'ai rencontré à Kyoto, il m'a présenté ses chimpanzés avec ses fameuses vocalisations de chimpanzés qu'il fait très bien. Il m'a dit, toi tu fais comment? J'ai dû faire des vocalisations d'équidés. Donc du coup, je pense qu'on est les seuls à faire des conférences en binôme avec des vocalisations d'équidés et de primates. Voilà le premier appareil, ce qu'on appelle le touch panel en termes techniques, en éthologie, en primatologie, avec une bassine pour distributeur de carottes séchées. On m'avait demandé, ils veulent quoi? En général, les mets, ils aiment carottes et pommes, ils deviennent fous quand ils voient ça. Et voilà, alors ça, on est à c'était pas les premiers tests. Là, on est sur des tests très compliqués. On est sur les dominos. Ils jouent aux dominos. Alors, comme les primatologues, ils aiment bien voir si effectivement il y a une objectivité. Alors, l'idée, c'était de savoir, a-t-il l'idée de dénombrement? Donc, vous voyez, c'est un problème mathématique. Et donc, le cheval est entraîné à identifier le domino qui contient le plus de points. Mais on le trompe. Parce qu'on ne sait pas si réellement c'est les points. Donc, on a mis des petites croix. Donc, en fait, c'est un leurre. Pour voir effectivement s'il est concentré sur les points et sur le dénombrement des points. Donc, la publication sera sortie, j'espère, l'année prochaine. Voilà. Donc, il a exactement 12 tests. Et ça dure à peu près 7 à 8 minutes par cheval. Alors, les éthologues classiques que j'ai vus en France me disent conditionnement opérant, ok, tout ça c'est bien, c'est joli, mais moi je suis sémioticien. Moi je vois des signes.
Et le cheval, il identifie les signes. Et de toute façon, dans toute relation sociale, il y a du conditionnement, donc j'ai mis en suspens le conditionnement, parce que je ne vais pas le contredire. Mais le problème, on ne va pas ramener tout à du conditionnement. Le conditionnement lui-même, c'est un problème de communication, c'est du langage, c'est de la sémiotique. À tel point que vous avez une sonnerie plus quand c'est bien, une sonnerie négative quand c'est bien. Ben, c'est quoi ça, c'est de la sémiotique, ça. Donc, alors, ça, c'est la plus petite. Alors, elle est comme mon fils, elle est adepte des jeux informatiques. Je vous garantis, j'ai vu les chimpanzés de Matsawa et j'ai vu les chevaux, je me suis posé la question, est-ce que c'est les petits bouts de carottes séchées qui les excitent? Je vous dis sincèrement, c'est franchement pas ça, parce qu'on peut faire le test sans les carottes. Vous avez vu que je n'ai jamais récompensé le cheval tout à l'heure dans le travail en piste. Donc, il y a un intérêt pour ce type d'exercice de langage artificiel proposé par l'homme au cheval. Donc, elle avait 2 ans et demi, c'était la plus jeune. Thomas, je crois qu'il a 5 ou 7 ans quand il démarre, et la mère. Voilà, ça c'est l'ancien technicien du laboratoire qui est passionné de chevaux et qui maintenant s'occupe des 3 chevaux. Et les chevaux servent pour l'équithérapie. Donc ils ne font pas que ils sont des chevaux polyvalents. Voilà. Et vous allez voir le 3e test avec Thomas qui est très intéressant. Donc on attaque la 3e année, et les chevaux font ça, c'est pas régulier, hein, c'est par phase. Ils peuvent faire ça 3 semaines, arrêter pendant 1 mois, 2 mois, et recommencer. En fonction aussi des disponibilités de Tomonaga, qui a tous les singes, et les chevaux, c'est juste une toute petite unité. Donc Thomas, vous allez regardez bien, vous allez voir que le conditionnement, c'est sympathique, mais il n'y a pas que ça. Il doit choisir le domino. Ah, vous avez vu, il a hésité. Vous avez vu? Et vous allez voir encore une autre scène. Ah, c'est pas là. Vous avez la prochaine. Ah, vous avez vu? Voilà. Là, on était à des scorings de pratiquement 100%. Vous avez vu? Le truc ne s'est pas déclenché et il réappuie parce qu'il sait que c'était là. Il aurait pu aller à l'autre. Non, il a dit, je sais que c'est là, j'ai échoué, je réappuie sur le domino. Donc là, c'est des dominos simples, sans leurre, donc beaucoup plus facile à décrypter. Voilà. Donc on peut varier le nombre de points, on pourrait avoir 3 points et 2. Le niveau de discrimination est peut-être très élevé. C'est juste une question d'entraînement. Ok? Voilà. Ok? Maintenant la question, et je suis sûr qu'il y a des amateurs de chevaux, ils vont me dire, tu fais comment? Déjà, vous voulez savoir. Ben, tout le monde veut savoir comment on dresse les chevaux et comment on dresse les primates. Eh bien, c'est ce qui m'a motivé à être ici et faire des études scientifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne 1. Le langage chez l'humain, 2. Le langage chez l'animal, et ce qui me passionne, c'est l'interaction des deux. Eh bien, c'est dans la quadrature du cercle. La quadrature du cercle, c'est symbolique, c'est l'homme de Vitrube. Là, vous avez le chien de Vitrube, et moi, je mets le cheval de Vitrube. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le carré, le cercle, vous avez 4 unités plus 1. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez préparer un humain à faire des dissertations, c'était le cas de ma fille, lorsqu'elle a visité le centre de primatologie du professeur Matsawa, elle était en première, elle a vu les chimpanzés, et à la rentrée, elle est en première. Le professeur lui demandait, fais un commentaire de texte en littérature. Ma fille se prend 6 sur 20. J'ai dit, bon, si Matsawa dit vrai. Si mes chevaux, que vous avez vus tout à l'heure, disent vrai. Je dis bien, les chevaux, ils disent vrai. Éduquer un cheval, un chimpanzé, c'est de la didactique, c'est de la pédagogie, c'est de la maîtrise du langage. Et on ne peut pas parler. Il faut trouver des instruments pour faire comprendre à l'animal, que ce soit un perroquet, j'ai les perroquets aussi, si vous avez le temps, je vous montrerai les perroquets. Donc, comment on va se faire comprendre l'animal pour lui demander de coopérer avec nous et d'exécuter une valse, une suite numérique croissante? Très simple. Donc j'ai pris ma fille pour un chimpanzé, ma femme qui est pharmacienne me dit il est fou. Donc je lui dis non, on va faire un test scientifique, tu vas acheter 10 annales corrigées du bac de français. Et on a demandé à ma fille, elle a 6 sur 20, c'est parce qu'elle ne sait simplement pas faire ce qu'on appelle en éthologie, en primatologie, le test de discrimination. Elle n'était pas capable d'identifier 2 objets opposés dans le texte. On sait que dans un texte de commentaire de texte, on peut en identifier plusieurs paires ou même des structures ternaires. Et donc j'ai demandé à ma fille tout simplement, stylo rouge, stylo vert, comme les chevaux et les singes m'assoient,
on va lui apprendre à discriminer deux objets dans un texte. Le texte, s'il parle d'une princesse, automatiquement on verra un prince. S'il parle du village, on verra la ville. Et elle n'avait pas besoin de comprendre le contenu du texte, c'était d'abord discriminer des mots. Or, la meilleure manière d'analyser la didactique chez l'animal, chez l'enfant, c'est de savoir qu'un langage fonctionne par principe d'opposition, voire les cours de Ferdinand Saussure, ou principe d'antithèse, l'expression des émotions chez Darwin. Le signe n'existe que par son contraire. C'est comme ça qu'on dresse ou qu'on éduque. Moi, peu importe, le mot dresser, je l'aime beaucoup parce que c'est propre à l'équitation. Certains n'aiment pas. Le dressage est très noble en art de l'équitation. Appelons ça éducation. Donc, quand je veux préparer un cheval à la haute équitation, ce qui est le cas de Schellim et d'autres chevaux que j'ai aux écuries, lorsque je veux préparer des perroquets du Brésil à placer des pièces dans une tirelire et des bouchons dans une poubelle, si vous ne me croyez pas, je vous montrerai, ou faire des suites numériques, qu'est-ce qu'on apprend d'abord? C'est de savoir que le signe n'existe que par son contraire. C'est la première chose. Et ensuite, vous montez en puissance. Et Matsuura, qu'est-ce qu'il a fait à la dernière publication? On a des chimpanzés qui jouent à pierre, feuille, ciseaux. Donc des structures ternaires. On ne peut pas atteindre des exercices où il y a des structures ternaires, quaternaires, sans vérifier que l'animal ou l'enfant, lorsqu'on lui demande de faire des exercices cognitifs, didactiques, s'il comprend bien la distinction entre deux objets. Ces objets, ça peut être des vocalisations, ça peut être des postures, ça peut être des mots, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, j'ai pris conscience, grâce aux instruments de la sémiotique, parce que la sémiotique, elle vous met en valeur ça, c'est que les constructions du langage animal ou humain, pour que l'homme ou l'animal appréhende son monde et qu'il coopère avec son monde, son Umwelt, comme disent les Allemands, il faut qu'à la base, il y ait un système simple. Donc, toute la pensée complexe, comme dit Edgar Morin, et je vous invite à lire le livre La méthode d'Edgar Morin, elle est fondée sur des structures archaïques, propres aux plantes, aux animaux et aux humains. C'est le livre, mon collègue sémioticien Jean-Marie Klickenberg en parle dans son dernier livre, Principia Semiotica. La structure basique, c'est la dualité. Elle prend plusieurs formes. En mathématiques, on peut la baptiser symétrie, principe d'opposition, discrimination. Je vous invite à lire le livre de Gilles Deleuze, son livre qui s'appelle Différenciation et répétition. Il ne fait que dire ce que dit Matsuura avec ses chimpanzés. Pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était la structure fondamentale. Elle l'est, mais la dualité permet la construction de formes ternaires. Thèse, antithèse, synthèse, l'ode, strophe, antistrophe et pode. Et je vous envoie le livre du grand écrivain portugais qui le dit en littérature portugaise, Fernando Pessoa, qui dit, voilà, les Grecs découvrent et n'inventent pas les structures ternaires à travers l'ode. C'est une découverte. Elle existe cognitivement chez l'homme, et moi je le dis chez l'animal. Les structures ternaires, en général, elles sont de type deux unités opposées, antagonistes, et la troisième est toujours d'un ordre différent. Lorsque je demande au cheval de faire la valse, quand je lui demande de le faire, en réalité c'est très simple, le cheval circule à main droite, au galop, au pas, au trot, et avec une badine, je l'empêche de passer. Alors avec un peu d'essai-erreur, il fait demi-tour. Au moment où il fait demi-tour, je le renvoie. Donc vous avez deux touches de badine opposées, l'une qui freine, l'autre qui renvoie. Et à force de faire des essais, le cheval fait un demi-tour, et puis après, vous n'avez plus besoin de faire ça. Et donc, vous allez remplacer les deux gestes opposés, antagonistes, par un terme d'un troisième ordre, la vocalisation. Ça pourrait être aussi la posture. Et donc, à partir d'une structure binaire, vous montez sur une structure ternaire. Et vous montez ainsi de suite tout le système. En équitation, par exemple, pour faire de la haute équitation, l'équitation dite savante, nous disposons de 4 touches. Je les ai baptisées aptème, de haptique, le toucher. Vous touchez avec vos rênes, vos jambes et votre assiette par touche continue, discontinue appelée demi-arrêt, touche vibratoire, et la quatrième, c'est ce qu'a dit ma collègue, le silence, le non-touché. Donc vous avez une gamme de 4 touches de base qui sont envoyées par votre main, par les deux mains, les deux jambes et l'assiette, avec des nuances comme des notes de musique. Donc vous pouvez avoir une touche qui dure, plus intense, moins intense, etc. Et bien ces 4 notes obéissent aux structures unitaires, binaires, ternaires, quaternaires. Et le pentatonique c'est quoi? En équitation, si vous voulez par exemple faire évoluer le rythme du cheval, donner plus de rythme ou moins de rythme, vous avez comme en jazz la gamme pentatonique, c'est-à-dire fermeture des deux mains, des deux jambes et de l'assiette. Vous avez, dans le cercle que vous avez vu, vous avez
une structure pentatonique. Le centre, nord, sud, est, ouest. Et ma posture se déplace centre, nord, sud, est, ouest. Donc c'est une structure pentatonique posturale pour demander au cheval certains mouvements dans la piste. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On en revient au problème de la quadrature du cercle. La quadrature, c'est, vous voyez cet homme de Vitruve de Léonard de Vinci, c'est symbolique. Ça représente le carré qui représente 4 unités, on va les appeler les 4 unités sémiotiques, que les alchimistes appelaient feu, air, etc. On va les appeler des unités sémiotiques, et le cercle représenterait la 5e unité. Ça, c'est connu, les francs-maçons le savent, l'équerre, le compas, l'Apocalypse de Saint-Jean le connaît, les Chinois le savent dans le Tao. Le plus intéressant, c'est pas la dimension symbolique physique, tout le monde l'étudie. Ce qui est intéressant, c'est que les structures quinaires, c'est-à-dire moniques, diadiques, triadiques, quadradiques, etc., c'est-à-dire des agencements de signes, c'est ça qui permet de fabriquer des langages de coopération, des langages interspécifiques humains, animaux. Alors, vous me croyez, vous ne croyez pas, c'est parole contre parole, mes écuries sont ouvertes, et je peux vous ouvrir les portes, comme je fais à Maison Alfort, pour vous démontrer ça. Alors bien entendu, il y a les états émotionnels, mais un état émotionnel, c'est un système sémiotique, comme le dira Darwin dans l'expression des émotions chez l'homme et l'animal, avec son fameux principe d'antithèse, qui n'est rien d'autre que le principe d'opposition chez Vernon Saussure. Ils ne se connaissaient pas. Et pourtant, l'un sur le langage animal et l'autre sur le langage humain pressentaient qu'il y avait des structures archaïques, fondamentales, communes. Et donc, ce qui est extraordinaire pour valoriser la sémiotique, c'est que je dis oui, la sémiotique aujourd'hui, c'est le seul instrument que nous avons, méthodologique, le plus efficace pour comprendre des mécanismes de communication intra-espèces et inter-espèces. Donc, aujourd'hui, je demande, et ma collègue elle est avec moi, donc nous allons signer un manifeste, c'est-à-dire que fini la linguistique fermée, nous prenons la linguistique ouverte, c'est-à-dire une linguistique non plus de l'intra-espèce humaine, mais une linguistique de l'inter-espèce. Parce que moi, mes enfants, ils parlent à mon chat, parce qu'il comprend, il ne comprend pas, j'en sais rien, en tout cas, il fait des choses. Écoutez, tous les grands mystiques parlent à Dieu. Dieu, vous l'avez vu, vous ? Et pourtant, il y a une langue pour parler à Dieu. Hildegarde de Bingen, elle a même inventé une langue pour parler aux anges. Et donc, je crois qu'on est arrivé, on a atteint un délire en matière de recherche scientifique linguistique qui est contre-productif pour l'interdisciplinarité et qui empêche en fait de nouveaux paradigmes. La quadrature du cercle, je vais terminer là-dessus et faire un clin d'œil à M. Baraté, j'aime beaucoup ses livres sur les biographies d'animaux. Eh bien, il existe 2 chevaux réels, très énigmatiques, qui ont été dressés et montés par le très célèbre Maître Oliveira, qui est inconnu des scientifiques. C'était un artiste extraordinaire. Et il a encore son manège à 40 km de Lisbonne, que j'ai visité. Il a présenté en 1966 2 chevaux, dont l'un qui s'appelle Euclide, mathématicien grec, qui a inventé notamment les constructions à la règle compas. Vous voyez, tout se recoupe. Et ensuite, un autre cheval qui rentre en opposition, par la règle d'opposition sémiotique, qui s'appelle Beaugeste. Ces 2 chevaux ont été réellement dressés, présentés en 66 et 68 au Gala de la Piste à Paris, des chevaux qui étaient des chevaux savants. Et il se trouve qu'en hommage à ces 2 chevaux, il a mis 2 tableaux, des azulejos, à l'intérieur du manège. Là, vous rentrez la porte et vous avez votre droite Euclide, monté par le Maître Oliveira, et vous avez le deuxième Beaugeste. Après de longues discussions avec mes élèves écuyers, je me suis dit, c'est la quadrature du cercle. Euclide, c'est les constructions à la règle compas, puisque tous les dressages de chevaux se font par le carré et le cercle. Pourquoi ? Mais parce qu'un cheval, quand vous le montez, vous êtes confronté à l'équilibre et au problème du centre de gravité. Et la seule manière d'optimiser le centre de gravité pour un cavalier, c'est de l'assouplir latéralement et longitudinalement. Donc, le carré et le cercle, le curviligne et le rectiligne. Et ensuite, vous passez votre temps à dessiner des carrés et des cercles, des variantes du carré et du cercle avec un cheval. Donc vous utilisez les constructions à la règle compas d'Euclide. D'où son cheval baptisé Euclide. Mais alors, ça vous fait pas penser un philosophe, Pascal, l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie. L'esprit de géométrie, c'est la pure rationalité, c'est la quadrature physique. Et l'esprit de finesse, c'est la quadrature de Nicolas de Cuse, 15e siècle, qui démontrait l'existence de Dieu par le point, le rayon et le cercle.
Donc, et ça c'est connu chez les grands maîtres de la chevalerie, de l'Orient à l'Occident. Donc la quadrature du cercle physique, elle ne peut pas être réalisée. Les Grecs l'avaient soumise, elle a été solutionnée au XIXe siècle. Il n'existe pas de carré dont l'aire est équivalent au cercle, physiquement. Mais, et je termine, la quadrature du cercle intérieur, philosophique et métaphysique, comme le dit Nicolas de Cuse, elle est une réalité. Voilà. Donc, l'art de l'équitation, l'art d'éduquer les chevaux, l'art de parler aux bêtes, ben c'était ça. Donc, le colloque est juste.